Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de la Table Ronde. Alors vous le savez peut-être, avec les amis de Poteau Carré, on vient de lancer un nouveau média qui s'appelle 11e art, sur lequel on va vous proposer plein de nouveaux formats. Et parmi ces nouveaux formats, il y a évidemment donc ce premier épisode de la Table Ronde. Alors la Table Ronde, qu'est-ce que c'est ? On est parti du postulat très simple qu'aujourd'hui le football français vit une période un petit peu charnière dans son existence. L'an dernier, le fiasco des droits TV et la pandémie auront bouleversé les modèles économiques des clubs et fait rejaillir des problèmes systémiques beaucoup trop récurrents au sein même du football français. Et donc, avec la table ronde, nous allons tenter justement d'évoquer ces problèmes récurrents et éventuellement de proposer des solutions pour améliorer les choses. Et pour cette première émission, j'ai l'honneur d'accueillir deux invités tout à fait prestigieux. Le premier d'entre eux, c'est Thibaut Leplat. Thibaut, merci beaucoup d'être avec nous. Comment vas-tu ? Salut tout le monde, ça va, très bien, très heureux d'être là. Je suis pas sûr d'être si prestigieux que tu le prétends, mais mon interlocuteur, je pense qu'au moins autant, voire peut-être plus. Tu es très prestigieux, vous êtes tous les deux très prestigieux. Thibaut, du coup, on peut te retrouver tous les soirs de la semaine dans l'after-foot sur AMC. Non, pas tous les soirs, pas tous Tous les les soirs. soirs, mais Pas tous les régulièrement. soirs, non, non. Régulièrement. Une semaine par mois, ouais, une semaine par mois. Et à côté de ça, tu es aussi prof de philosophie, tu es consultant pour EA, tu Ouais. es aussi journaliste récurrent pour des médias comme SoFoot et Eurosport, et tu as écrit Mhm. plusieurs bouquins, dont un bouquin sur les classicos, dont ont découlé deux autres bouquins sur Guardiola et Mourinho, notamment. Avant d'écrire un bouquin dont je pense qu'on va un petit peu discuter ce soir, qui s'appelle Football à la française. Et Mhm. plus récemment, tu as écrit un dernier bouquin qui s'appelle La magie du football, pour une philosophie du beau jeu. Est-ce que j'oublie quelque chose ou est-ce que j'ai été assez complet ? Non, 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 c'est l'essentiel. Ok, très bien, super. Et du coup, mon deuxième invité aujourd'hui, c'est une connaissance de longue date puisqu'il m'avait très gentiment accueilli il y a quelques années en stage au sein du groupe Sopress. C'est Brieux Ferraud. Merci beaucoup à toi aussi d'être là, Brieux. Comment ça va ? Ça me fait plaisir de te revoir après toutes ces années. Quelle introduction. Effectivement, je viens en tuteur de stage, Valentin. Et voilà, j'en suis ravi. Super. Du coup, Brieux, toi, tu es directeur du développement du groupe Sopress, qui réunit notamment les magazines SoFoot, Society, Tampon. Et en parallèle de ça, du coup, tu as fondé deux associations. Une qui s'appelle Tatane, que tu as fondée avec Vicage Dorasso et Pierre Valfize, et Socios Solidaires, donc, qui sont tous les deux des associations qui remettent en valeur le football populaire. Est-ce que tu peux un petit peu nous les présenter ? Parce que je pense que tu le feras mieux que moi. Ouais, le sport, Tata, on l'avait créé il y a 8 ans, à un moment donné, où on essayait de trouver une nouvelle forme de jeu qui permette à ceux qui n'aiment pas le foot ou qui le détestent ou qui ne voient pas l'intérêt d'en faire un sport collectif, de le pratiquer. Et donc, on a inventé des nouvelles règles comme la Lionel Jospin, la Yana Nakamura, la Brandao. Rien que ces noms-là, déjà, vous donnent envie de jouer un petit peu parce que c'est les mêmes règles que tout le monde, sauf qu'on en rajoute une de plus. La Rabbi Jacob, par exemple, il faut faire une danse collective pour pouvoir valider le but, sinon le but n'est pas validé. Donc, ce genre de petites règles nous ont permis d'être un peu une sorte de bon test de foot dans les quartiers, mais pas que. Et l'autre, Socio Solidaire, est plus sur tous les sports où là, on invente des nouveaux jeux. Donc, on n'invente pas de nouvelles règles, on invente des nouveaux jeux pour répondre à des problématiques d'obésité, de seniors, d'illettrisme, de plein de choses. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris un peu de temps pour discuter d'un sujet que moi, personnellement, je trouve passionnant, qui est donc notre premier sujet de la table ronde. Existe-t-il une culture foot en France ? Donc, l'objectif, ça va être évidemment de déterminer qu'est-ce que la culture foot, parler un petit peu aussi du rôle des médias, des politiques et essayer de proposer des solutions concrètes pour améliorer les choses. Toi, Thibaut, tu t'es pas mal penché sur le sujet, notamment à travers ton bouquin. Et comme je le disais tout à l'heure, tu bosses dans l'after avec Daniel Riolo, qui lui cesse de rabâcher toute la journée qu'il n'y a pas de culture foot en France, qu'on manque d'intellectuels, etc. Mhm. Ces arguments sont tout à fait entendables d'ailleurs, mais du coup je voulais reprendre un exemple qui était hyper connu pour introduire un petit peu le sujet, qui est l'exemple évidemment d'Anne-Sophie Lapix, qui à l'approche du mondial déclare aux 20h de France 2 que la Coupe du Monde va être l'occasion de voir des millionnaires courir après un ballon. C'est un exemple qu'on a repris maintes et maintes fois, mais qui je trouve est assez représentatif quand même, qu'il y a un manque de culture foot en France. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu d'autres éléments dans le détail, aujourd'hui, il y a très peu d'entraîneurs français qui sont référencés. On est moqué de manière régulière en Europe. Je pense notamment aux Anglais, à leur fameuse Farmers League. On a très peu de médias grand public qui parlent de foot de manière quotidienne. Et pourtant ça, malgré ça, on est quand même un pays où il y a plus de 2 millions de licenciés, il y a plus de 30 000 éducateurs, on a un des systèmes de formation les plus poussés. Et je vais même vous faire l'affront de vous dire qu'on est champion du monde.
Euh, Alors, je mélange évidemment de manière un peu provocante des éléments qui n'ont rien à voir, mais c'est surtout pour introduire ma première question, qui est la base du sujet aujourd'hui, qui est qu'appelle-t-on la culture foot? Et du coup, je vais laisser Thibaut commencer. Alors, il y a deux choses. D'abord, quand on parle de culture foot en France, tu as parlé de Daniel et tu as bien fait parce que c'est effectivement l'un des principaux défenseurs de la thèse inverse, la Mm. thèse opposée, qui consiste à dire il n'y a pas de culture foot en France avec le constat qui est qu'il y a une forme de réticence traditionnelle à l'égard de tout ce qui représente le football en France, hein, que ce soit le football professionnel, mais aussi les footballeurs d'une manière générale. Donc les salaires, les modes de vie, les mœurs, éventuellement aussi les dérives, etc. Donc il y a une sorte de fascination, rejet à l'égard de toute une partie du football. Et c'est un peu paradoxal pour les raisons que tu as énoncées toi-même, à savoir qu'il y a plus de 2 millions de licenciés, 30 000 éducateurs. Il y a aussi une tradition sportive, enfin j'allais dire sportive, tradition de compétition, avec plusieurs grands joueurs, de Ballon d'Or, alors pas forcément autant de Coupes d'Europe qu'ailleurs, mais au moins une, de Coupes du Monde, etc. Donc un palmarès à la hauteur de pays reconnus comme étant des pays de football, comme éventuellement l'Espagne. L'Espagne n'a qu'une Coupe du Monde, elle a pourtant deux des plus grands clubs de l'histoire du football. Donc comment se fait-il qu'en France, en dépit de ce patrimoine-là, de ce patrimoine sportif, culturel, footballistique, on puisse continuer à dire que la France n'est pas un pays de football. Et comment cette réticence se maintient-elle? Et je pense que la culture foot, avant de la définir en France, il faut d'abord partir de ce paradoxe-là. C'est la culture foot en France, c'est d'abord un paradoxe. Brieux, tu veux rajouter quelque chose sur cette première définition? Oui, enfin moi je pense qu'il y a une culture foot qui existe. Une culture populaire, j'en suis pas sûr, parce que chaque fois le référentiel qu'on utilisait, c'était de se dire est-ce que les grands-mères ont une équipe de foot préférée, si on devait caricaturer beaucoup. Et il y a des pays où c'est le cas, au Brésil, en Argentine, en Italie, dans différents pays. Et nous, c'est pas trop le cas. Donc il y a une culture populaire qui est diffuse. Il y a beaucoup de gens, et ça c'est quand même un historique un peu cartésien et analytique et littéraire de devoir expliquer, mettre des mots dessus. Donc, je pense qu'on est plutôt riche en termes de thèses, d'analyse, etc. Peut-être moins fort sur la data et l'analyse chiffrée que peuvent l'être les anglo-saxons. Et après, je pense qu'on a le fait aussi qu'il y a une composante importante qui est le nombre de villages qu'on a en France. On a 36 000 communes à peu près. En Europe, je crois qu'il y en a 82 000, ce qui veut dire que si on caricature un peu, on grossit un petit peu, il y a quasiment autant de villages et de villes en France qu'il y en a dans les 24 autres pays réunis. Et donc, ça veut dire qu'on a une surfragmentation énorme des villages et donc de la culture football aussi, parce qu'il y a beaucoup d'associations. On a 18 000 clubs. Les Allemands en ont 6 000. Donc, en fait, ça popularise ce sport-là. Qu'après, derrière, on se mis une partie à dos de la population parce que les intellectuels ont bien fait leur boulot dans les années 50, 60, 70, avec un Moria qui séparait bien le corps et l'esprit. Je pense qu'on est en train de rattraper ça, que des bouquins comme celui de Thibaut y contribuent aussi, que nous, avec SoFoot, je pense qu'on a aussi contribué à essayer d'en faire un truc où on essaie de mettre un peu de jus de cerveau, mais que ça reste que du jeu, donc il faut qu'on s'en amuse et qu'on le comprenne. Mais oui, on est en train de compenser, de rattraper un petit peu en détail. Donc je pense qu'il y en a une. Est-ce qu'elle est populaire? A priori, non. Je regarde les chiffres de PSG de Chelsea, là, de PSG City, pardon, de mardi. On devant, t'as encore Koh-Lanta qui fait x2 et Hugo Alex qui fait x4. Donc c'est sûr que le gros match de l'année, il y a quand même d'autres choses qui passent en priorité dans les audiences, donc, mais on pourra en reparler. Du coup, je voudrais qu'on passe un petit peu de temps sur cette définition de la culture foot. C'est peut-être la partie un peu moins concrète du podcast, mais je pense que c'est un peu important quand même de savoir de quoi on parle et où est-ce qu'on va. Justement, Thibaut, j'écoutais un podcast où tu intervenais déjà sur la culture foot et tu parlais aussi de la notion d'éducation qui était assez importante selon toi. Du coup, c'est pour ça que je me retourne vers Brieux, puisque dans le manifeste que vous avez rédigé pour Tatane, il y a une phrase qui revient et qui m'a marqué, c'est parce que former un joueur, c'est aussi former un citoyen. Est-ce que justement la notion d'éducation, c'est un élément central dans la définition de la culture foot? Oui, alors en fait, je crois qu'il y a et Riolo aussi a une autre perception de ça, mais je pense que les joueurs de foot qu'on a aujourd'hui en France sont plutôt très éduqués, attentifs, réactifs, intelligents, juste que ce qu'on leur demande est des choses qu'aucun joueur des années 70, 80, 90 n'aurait été capable de gérer en même temps. Il doit faire énormément de trucs, donc ils sont
moi, je trouve, on les accompagne beaucoup. On fait des sessions de média training avec beaucoup de centres de formation de Ligue 1 et de Ligue 2. Sincèrement, c'est pas de l'intelligence conceptuelle, c'est de l'intelligence pratique. C'est quand ils sont dos au mur, ils sont très réactifs, ils pensent très vite, ils sont très connectés, très articulés. Donc moi, je pense qu'il y a une méprise complète sur qui on a en face de nous. Et puis, il y a aussi, d'autant plus que ça dérange beaucoup de gens que le joueur de foot soit riche parce qu'en fait, c'est notre argent qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'on s'abonne aux chaînes de télé en multipliant les abonnements. Moi, avant, je donnais 0 € pour regarder du foot. Je en ai peut-être à 120 ou 130 € en cumulé avec les abonnements. Bah, cet argent-là, il va directement dans la poche de la main-d'œuvre ou du pied-d'œuvre. Donc au final, on est tous responsables de ça, qu'on ait un problème avec le fait que ce soit des jeunes gens qui soient surrémunérés par rapport au fait que c'est nous qui les finançons. Ça, c'est un problème très français du rapport à l'argent, mais globalement, ça marche plutôt bien et je pense qu'on sous-estime la capacité d'engagement. Je me souviens du président Macron qui, le lendemain de la victoire de l'équipe de France en 2018, avait donc reçu l'équipe de France à l'Élysée et avait dit n'oubliez pas d'où vous venez, il y avait plein de clubs amateurs qui étaient là. Bah, en fait, les 23 sélectionnés ont tous une ou deux fondations, redonnent à un ou deux clubs formateurs, ont embauché des gens autour d'eux. Franchement, c'est des gens qui contribuent à la création de l'emploi et plus généralement un rôle dans la société qu'ils ont tous plutôt bien intégré. Ouais. Et du coup, toi, tu as pas mal parlé des joueurs, Brieux. Si on devait parler un petit peu justement de l'éducation plus générale, peut-être aussi dans le foot amateur, etc. Est-ce que justement le foot amateur et les jeunes peuvent contribuer à la culture foot? Alors, le foot amateur. Oui, vas-y, Brieux. Non, j'écoutais la question. J'essaie de comprendre la question. Foot amateur et culture jeune, ça? Là, parce que toi, tu as fait un focus par rapport à ma question sur l'éducation, tu as fait un focus sur les joueurs en tant que tels. Ouais. Moi, enfin, c'est une question peut-être plus générale sur aussi l'éducation dans les centres de formation, dans les écoles de foot, etc. Est-ce que ça passe aussi par là? Bien sûr, l'éducation, je ne vais pas faire le philosophe de service, mais il y a deux définitions claires, enfin qui sont pas de moi évidemment, qui sont des définitions traditionnelles. Brieux doit les connaître, de la culture, qui est la définition allemande. D'un côté, Kultur, qui est la culture comme patrimoine, comme mœurs, comme langue. Et cette culture-là, dans le football français, elle existe. Il y a un patrimoine du football français. Il y a des mœurs du football français. C'est peut-être là où il y a peut-être une certaine antipathie à l'égard du footballeur en France, plus même que du football. Je crois que le football est très présent. Ce qu'on n'aime pas en France, c'est le footballeur. Et de l'autre côté, l'autre branche de la culture qui est la Bildung, on dit en allemand, c'est-à-dire de l'éducation, la formation. Et que la culture foot en France, elle a ces deux branches-là qui existent vraiment. Donc on peut pas dire que c'est pour ça qu'à nouveau on peut pas dire que la France n'est pas un pays de football, n'est pas un pays de culture football, parce qu'il a précisément les deux branches de la culture. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que la France est un pays de culture de football à sa façon. Et il n'est pas un pays de football comme l'Allemagne l'est, ou comme l'Espagne ou comme l'Argentine l'est, ou comme l'Angleterre à laquelle on aime beaucoup se comparer. La France est un pays de football, mais avec ses antagonismes, avec ses paradoxes, et avec cette peut-être antipathie congénitale qu'on a à l'égard du footballeur, qui a toujours existé en fait, qui est pas propre à notre époque, on a toujours considéré que le footballeur était trop payé, par exemple. Enfin, dès les années 30, tu lis des papiers, dès l'avènement du professionnalisme en France, peut-être de 1935, on a tout de suite considéré qu'être payé pour jouer au foot, c'était une infamie, quoi. Ça allait à l'encontre de la morale aristocratique du gentleman, etc., etc. Et donc, il y a toujours eu cette ambivalence. Maintenant, la spécificité de notre époque, c'est peut-être d'avoir séparé et d'avoir théorisé un peu trop la séparation entre l'action et la pensée. Ça, c'est vrai. Je crois que dans la tradition universitaire, et d'un côté la tradition universitaire, de l'autre côté la tradition du football lui-même, on a eu de cesse de séparer l'un à l'autre, tant du côté de la Fédération française, de se séparer du monde universitaire, du monde intellectuel, par une forme de snobisme. Nous ne sommes pas des intellectuels, nous sommes des gens qui connaissons le football, qui sommes des gens de terrain, et de l'autre côté, les universitaires qui, eux, ont un certain snobisme aussi, et encore maintenant, à ne pas s'intéresser au football. C'est même un critère de distinction chez les intellectuels eux-mêmes de ne rien y connaître au football, ou de temps en temps commettre un livre dans lequel ils racontent qu'ils n'y connaissent rien au football, et que c'est tant mieux parce que de toute façon c'est une matière qui n'a pas véritablement d'intérêt. J'en veux pour preuve, il y a un courant qui a été très célèbre en France, qui a toujours beaucoup d'activités et beaucoup d'adeptes, qui est la sociologie critique, dont Jean-Marie Brown fait partie, mais il y en a d'autres qui ont beaucoup écrit là-dessus, et tu as encore maintenant un courant de spécialistes, et ça existe qu'en France, de sociologues spécialistes
dans le fait de critiquer le football, en fait. C'est pas véritablement, c'est une sorte, ça c'est vraiment un truc très français. C'est leur spécialité, c'est de ne pas aimer le football. Ça c'est très étonnant comme spécialité, mais c'est à nouveau, je crois, une spécificité française. Super. Pour essayer d'être le plus complet possible, moi j'avais un autre angle. En fait, je me suis renseigné un petit peu sur la définition de la culture au sens large, pour savoir ce que c'était que la culture foot. Il fallait s'intéresser à la culture pour moi. Et du coup, je suis tombé sur la définition de l'UNESCO, donc le truc le plus large possible, qui dit la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Et il y a un mot, moi, qui m'a particulièrement attiré, c'est le mot affectif. Et justement, je voulais savoir, quand on évoque la culture foot, est-ce qu'on peut et où on doit aussi parler de justement du côté affectif et des émotions, ou est-ce que c'est quelque chose qui sort un petit peu de ce cadre-là? Moi, je trouve que c'est très précisément l'adjectif qui pose problème aux Français. C'est-à-dire qu'on aime bien tout rendre, tout rationaliser. Et ce qui va se passer au stade, cette fête païenne, avant, on savait potentiellement considérer que ça faisait partie de notre culture nationale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas qu'on en a peur, mais on se dit qu'on ne sait pas trop la maîtriser. Ces impulsions au stade, le stade sert à ça. Hein, c'est un exutoire. Pourquoi c'était au cœur de la ville? C'était pareil. J'ai lu un bouquin d'histoire sur l'hippodrome de Constantinople. La manière dont les groupes étaient séparés, dont les villages et les quartiers venaient au stade, est à peu près la même que ce qu'on peut trouver dans un stade de culture populaire où il n'y a pas que des spectateurs, mais il y a aussi des supporters et la ville qui vient la retrouver. Foutre les stades assez loin du centre, c'est un vrai sujet aussi d'exclusion potentiellement du lien avec la vie de la cité. Et sur l'affectif, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas expérimenté ce que c'est que ce partage d'émotions à 30 000, 40 000, 50 000 pourront théoriser ce qu'ils veulent. En fait, c'est assez con. Le passage à l'acte est nécessaire parce qu'on ne peut pas le retranscrire, justement. Ça prend un peu aux tripes et on devient un peu quelqu'un d'autre dans la manière de recevoir cette forme de bruit, d'insatisfaction, de bordel, qui est un truc qui est de l'ordre de passage par l'expérience. Et encore une fois, je pense je suis assez d'accord avec Thibaut sur le fait que se spécialiser dans un truc qu'on n'aime pas, bon, peut-être qu'il y a autre chose à foutre dans la vie, donc je ne sais pas ce que sont les sociologues de la détestation du foot. Mais le foot a certes besoin de critiques, mais elles peuvent venir totalement de l'intérieur et de l'extérieur, mais avec une volonté de se dire à quoi ça sert. Quoi. On ne décide pas trop potentiellement de savoir si c'est un succès ou non. Aujourd'hui, c'est une partie de la culture populaire, en vrai, moderne, c'est évident. On verra quelle trace ça laissera. Mais la notion affective est fondamentale et c'est aussi ça qui est non modélisable, on va dire, ou non analysable dans le système français. Oui, il y a clairement quelque chose qui est peut-être un trait anthropologique français, si j'ose dire, en tout cas qui est propre à notre culture depuis la Révolution peut-être, qui est l'idée que le populaire est quelque chose de suspect, au sens où l'État est là pour organiser le populaire, organiser le chaos des passions. Et donc, tout ce qui a trait à une organisation autonome, tout ce qui a trait à des fêtes locales. Il y a très peu de fêtes locales, par exemple, en France. Il y en a beaucoup qui ont été supprimées. J'ai longtemps vécu en Espagne, c'est exactement le contraire. Il y a énormément d'auto-organisations, de fêtes qui ont existé avant l'existence même de l'État. En France, l'État est indispensable, l'administration est indispensable pour organiser le collectif. Donc, tout ce qui a trait à une émotion collective devient forcément suspect dans la mesure où l'État n'a pas grand-chose à dire dessus. Et on voit bien le désarroi des autorités à l'égard du mouvement ultra, notamment, et désarroi précisément des préfets à l'égard du mouvement ultra, parce qu'on n'arrive pas à comprendre la logique même des passions. On l'aborde de manière administrative, bureaucratique, mais on a énormément de mal à comprendre que l'émotion a elle-même suit sa propre logique et on peut parfaitement la contenir si on la comprend. C'est la différence peut-être avec d'autres pays amateurs de football, le plus habitués à ces mouvements-là, que sont les Anglais ou les Espagnols, c'est que la logique des passions, ils la maîtrisent très bien. Ou même les Argentins, on présente l'Argentine comme un pays, et à juste titre souvent de chaos passionnel, mais en réalité, ce sont des pays qui sont parfaitement habitués au débordement des passions et qui savent parfaitement les gérer en réalité, parce qu'ils les expriment. Nous, notre difficulté, c'est comme on a une espèce de surmoi rationaliste, surmoi théoricien, on a tendance à refouler un peu les passions, et quand elles sortent, elles s'expriment de manière extrêmement chaotique et sans que l'État, sans que les autorités n'arrivent véritablement à le comprendre. Alors, c'est une responsabilité évidemment collective, je dis pas que c'est la faute de l'État, je dis simplement qu'il faut comprendre la logique de la construction si je puis dire, de la culture française post-révolution française
je crois que le football fait partie de ces démonstrations populaires que le théoricien a du mal à appréhender parce qu'il est complètement contraire à la logique du développement territorial et politique français. Sur les interdictions en tribune, moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est les banderoles. Parce que autant la danse, les fumigènes, je comprenais bien que Oui, les autorités l'absence françaises ne d'humour. savaient pas comment les Voilà. gérer, mais autant la banderole, qui est quand même un art assez français, du jeu de mots, du calembour, Oui, de la vanne écrite, de l'interdire, c'est très précisément pour le coup un paroxysme, en fait, de se dire c'est ces trucs le moins dangereux sur lesquels finalement, peut-être la version la plus française de ce qu'on peut trouver dans les tribunes du monde entier, c'est de la prise de parole à l'écrit. Et même ça a surtout été dans effectif. surtout dans un pays qui aime autant le cinéma, qui aime autant la littérature. Alors, on peut le regretter un peu moins, etc., mais qui au regard des autres, on continue à avoir des écrivains invités au journal de 20 heures, ça existe en France. Ça. Un pays qui aime à ce point les mots, à ce point la littérature, à ce point l'émotion que provoque l'art, a énormément de mal à comprendre l'émotion que provoque le sport. Au-delà d'une instrumentalisation un peu bébête qui consiste simplement à essayer de faire de la morale à travers le sport ou à essayer de faire un peu de politique à travers le sport. Donc, tantôt le multiculturalisme, tantôt d'autres types d'idéologies, mais de manière assez bébête, assez archaïque en réalité, sans arriver à penser véritablement la spécificité de l'événement sportif et la spécificité du sport, de l'émotion suscitée par le sport. Moi, j'avais une autre question qui allait un petit peu dans ce que tu disais sur la gestion des passions, etc. C'est par rapport à la culture du résultat. En France, on a beaucoup ce truc-là aussi, notamment dans le monde du travail, du rapport à l'argent, du besoin de reconnaissance, etc. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui s'est un petit peu généralisé au niveau des entraîneurs français et même des dirigeants. Euh, et que justement, la question, c'est de savoir, est-ce que justement cette culture du résultat porte atteinte aussi au développement de la culture foot, au déchaînement des passions, etc. Le fait de vouloir tout quadriller, de vouloir toujours être carré, j'ai l'impression que c'est un truc qui est très franco-français. Et j'ai l'impression aussi que ça nie un petit peu au développement de cette culture foot. Alors, moi là-dessus, je serais un peu à contre-pied parce que je pense que c'est tout le contraire. C'est la plupart hormis j'oublie les fonds et puis les États souverains qui ont acheté les clubs, mais les présidents de clubs ou la manière de gérer, de gouverner un club aujourd'hui, c'est des gens qui, dans leur boîte, sont d'une précision et d'une méthode et d'une rigueur qui est dingue. Dans tous les chefs d'entreprise qui ont réussi et qui ont acheté des clubs de foot, ils ont réussi par une méthode qui est en général ultra organisée d'un management serait l'anti-français. Et dans le club, ils appliquent tout le contraire. Ils coupent les circuits de décision, ils ne respectent pas forcément les périmètres des entraîneurs et du reste. Et donc, ce truc d'être capable de rentrer, de s'acheter le droit de faire n'importe quoi, comme Dreyfus allait s'acheter à Marseille une sorte de forme de filouterie visible, mais qui était connue de tous avec des codes, on dirait que c'est leur récompense, quoi. Donc, quand on dit qu'il y a un rapport de l'enfance au foot, c'est pas que par rapport au ballon et un truc psychanalytique, c'est qu'il y a un rapport aussi de se dire j'ai le droit, comme c'est mon argent, de faire n'importe quoi. Je pense que les clubs français, c'est un peu tout l'inverse. Il y a assez peu de clubs français qui tournent avec une pratique de rigueur. C'est quand même des décisions parfois ubuesques sur les questions de choix de troisième maillot, de communication autour du mercato, d'explication et de compte rendu à la DNCG. Enfin, c'est pour le coup, c'est un peu l'inverse, je dire. C'est vrai qu'il y a l'idée que le football n'est pas une affaire sérieuse et que donc, et au même titre que ce qu'on a dit tout à l'heure sur la position de l'administration à l'égard du football et pareil sur les chefs d'entreprise. C'est-à-dire que l'investissement dans l'entreprise, on dit, il est toujours fait de manière, dans le football, il est fait de manière passionnelle. On dit, je vais assouvir une passion d'enfant, ce que tu dis très bien, Brieux, c'est vraiment un comportement, un retour à l'enfance aussi du dirigeant. Comme si on pouvait se permettre dans le football et finalement, c'est pas complètement faux, que c'était pas si grave, en réalité. C'est vrai que c'est pas complètement faux. La difficulté, c'est d'arriver à considérer, et je crois que c'est un de nos problèmes en France, à considérer que le football puisse, au sens noble du terme, être une affaire sérieuse. C'est-à-dire une affaire sensible, une affaire sérieuse, dont on peut considérer qu'elle a une logique propre, qu'elle a une logique rationnelle, qu'on puisse planifier, parce qu'en réalité, c'est assez facile de planifier dans le football sur 3-4 saisons. Tu connais, alors bon, sauf là, cette année, évidemment, tu as fait un média pro, mais tu connais tes recettes, tu connais quel va être, pas forcément ton effectif, mais tu vas avoir une visibilité assez précise des compétitions. Donc, c'est quelque chose de finalement très quadrillé, le football. Et pourtant, ça donne lieu à un déchaînement de passion. Alors, c'est pas, ça, pour le coup, pas strictement français. Tu vas dans n'importe quel pays, n'importe quel dirigeant s'est acheté une danseuse en s'achetant un club de football, à commencer par Berlusconi lui-même. Après, la particularité française,
c'est d'avoir considéré peut-être à tort que le football puisse demeurer une affaire de spécialistes, c'est-à-dire de spécialistes qu'on considère comme peu compétents, mais qu'on cantonne à l'univers du football. Thibaut, moi j'étais tombé sur un podcast où déjà à l'époque tu parlais de culture foot et il y avait une notion que tu avais introduite moi que je trouvais très intéressante d'un point de vue philosophique, c'était la notion de récit autour de la culture foot. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui critique la culture foot et du coup la question qui me vient c'est pourquoi est-ce que le récit est défaillant aujourd'hui dans la manière d'aborder les choses en France? Alors, je pense que c'est le contraire. En réalité, le récit du sport et le récit du football est en réalité le seul grand récit collectif qui demeure, Ok. ce qui fait toute son attractivité. Il n'y a plus de communisme, il n'y a plus de gaullisme, il n'y a plus de catholicisme. Il ne reste plus que ce récit qui est une espèce de contre-récit à l'individualisme, au capitalisme. Et je pense qu'il y a une résurgence du sport dans les médias, dans les considérations de tout le monde. On voit que c'est devenu une cause nationale parce que le sport propose une sorte de contre-société possible, une société du vestiaire, qui est à peu près le seul modèle alternatif au modèle capitaliste. Et je crois il faut bien comprendre que ce récit-là doit être mis en forme et doit être assumé en tant que tel. Moi, c'est ce que je fais moi, c'est d'essayer de le mettre en forme, ce récit. Il existe. Maintenant, il est de manière comment dire, immanente, quoi. Maintenant, il faut être capable de le faire venir à la surface. Ce que fait Brieux, d'ailleurs. Mm. Il dit très bien. Bah justement, ce que vous faites tous les deux et ce que font une grande partie des médias indépendants. Moi, justement, je voulais évoquer, et c'est rentrer un petit peu plus dans le concret, bah, le rôle des médias aujourd'hui, puisque c'est eux qui contribuent aussi à l'écriture de ce récit-là. Et bah, je voulais savoir un petit peu quel est justement le rôle de ces médias, notamment les médias de masse. Il n'y en a pas énormément en France sur l'aspect sportif, mais je voulais savoir quels étaient un petit peu leur rôle dans le développement de la culture foot. Bah, au départ, moi je trouve qu'aujourd'hui, c'est le fait que le média peut être individuel. Enfin, là, en créant un podcast là, avec des rencontres, tu participes un peu à une sorte de narrative du foot que des gens comme moi, Chronique Tactique, c'est ça, hein, de Tony Uti, étaient des trucs que je regarde souvent parce que j'apprends des choses que je vois pas forcément dans le match, que je survole parfois d'un seul œil. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont quand même proposent leur propre lecture. Après, il y a beaucoup trop, je trouve, justement, de copies ou de gens qui vont singer les médias dominants. Alors que l'idée, c'est justement de se dire, non, mais j'en ai rien à foutre de ce qui se dit, je vais le dire comme moi j'ai envie de le raconter. Si tu aimes plus les stats, plus la philosophie, la culture, tu vas dessiner ton intérêt par rapport à ce que tu es toi. Et tu as le plus de chances de devenir si ce n'est un média, du moins une prise de parole sur le foot qui va permettre d'élargir ce narratif et de donner une teinte et une saveur supplémentaire. Donc je ne sais pas si nous, on est prescripteurs, hein, quand on est arrivé, il faut savoir que des gens, paix à son âme, mais des gens comme ça, comme Anno, étaient des gens qui voulaient absolument pas, enfin en disant, mais si vous voulez faire de l'intelligence avec le foot, ça marchera jamais, donc oubliez, venez en plateau, venez faire du talk, mais tout le reste, ça sert à rien. Oui, bon, on peut le voir comme ça, comme on peut le voir autrement. Donc, on est chacun, si on avait tout écouté, je pense qu'on n'aurait pas bougé d'un pouce. L'idée, c'est quand vous croyez à un truc, de le faire vous-même, et puis ça finit par dessiner quelque chose, mais sans avoir l'ambition de renverser la table, hein, juste en se disant, je pense que la manière dont on va le raconter, nous, c'était du reportage, d'aller sur le terrain, ça paraît bête, mais il y a quand même pas beaucoup de journalistes à l'époque qui allaient sur le terrain, qui passaient le temps à essayer de comprendre ce qui se passait, comment évoluait le foot, comment évoluait le discours que les entraîneurs tenaient aux joueurs, comment les joueurs eux-mêmes se confessaient un peu mieux que ce qu'ils faisaient avant. Bah, tout ça, on a essayé d'être un peu les témoins et de retranscrire des histoires. Et si on arrivait à les lier à des questions de société, de sociologie, de territoire, de culture, comme tu l'as dit au départ, bah, c'est là où ça prend son sel, parce que c'est un fait social total, hein, ce que disait Norbert Elias, le foot dans lequel on peut tout faire rentrer, enfin toute la grille du monde peut se lire à l'aune des vices et des vertus de cet univers-là. Si on le raconte bien, c'est aussi passionnant que Game of Thrones. Donc il faut juste bien le raconter et prendre le temps de le faire. Mais on peut avoir des discours beaucoup plus limités, fragmentés et très spécifiques qui sont brillants parce que c'est des gens qui ont observé au bon endroit une manière de pouvoir le raconter. Donc c'est assez joyeux ça quand même, le fait qu'il y ait plein de prises de parole possibles et qu'à son niveau, chacun peut y contribuer si tant est qu'il soit un peu curieux et qu'il ait envie de transmettre. Au même titre que c'est pour ça que je ne suis pas certain que le football soit un art. En revanche, il l'est de temps en temps. Et au même titre que l'art, au même titre que le théâtre, au même titre que le cinéma, le football est d'abord un langage.
C'est d'abord une certaine manière, un certain rapport au monde, c'est une certaine manière de s'organiser, une certaine manière de se concevoir comme humain. Alors, c'est des grands mots, c'est des grands mots, mais quand vous faites un foot avec des potes, ben, vous avez une règle commune que tout le monde connaît et vous allez vous organiser en fonction de cette règle-là. Et ça va donner lieu à de la communication entre vous, même si la communication non verbale, c'est une manière d'échanger, d'affirmer une certaine personnalité, d'affirmer un certain rapport au monde. Et donc le football va bien au-delà d'une question purement d'activité physique. On n'est pas dans de la musculation. Et encore, je veux dire, certains vont dire que la musculation, c'est quelque chose qui est plus vaste qui n'y prétend. Mais le football, et je crois, et plus moi j'avance dedans, plus je suis émerveillé en fait par la profondeur de ce jeu, par la profondeur de cette culture-là, parce que c'est inépuisable. C'est inépuisable précisément parce que ça n'a pas de fond. Ça n'a pas de fond, c'est strictement, presque dire, une structure, c'est comme, exactement comme un langage, c'est comme une syntaxe, comme une grammaire. Ça sert à dire des choses. Et je crois que le football est d'abord un moyen d'expression. Et donc, quand tu veux exprimer des choses très précises, une certaine vision fonctionnelle, mécanique du réel, bon, tu fais de la tactique. Quand tu veux exprimer un rapport au monde, des choses plus politiques, tu vas faire des bouquins de philo, de football. Quand tu vas vouloir expliquer, moi je me rappelle au début à SoFoot, enfin moi quand j'y suis arrivé, c'était le critère de SoFoot, c'est qu'il fallait il fallait juste que tu sois un peu cultivé, que tu savais écrire, quoi. C'est ça, et que t'aimes un peu, et que t'aimes le foot, évidemment. Il y avait pas de, mais il n'y avait pas une interro de savoir quel est l'entraîneur de telle équipe. C'était pas ça. Et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce que tu prends le football comme étant une partie prenante de ce que c'est que la culture collective. Et quand tu considères que le football, au même titre que la musique, que la littérature ou n'importe quel autre moyen d'expression fait partie de la culture commune, est un moyen d'expression comme un autre, bah à ce moment-là, tu as gagné. Parce que c'est à ce moment-là que tu as des choses à dire. Parce que si tu considères que le football, c'est juste des règles qu'on applique bêtement, bah tu fais la VAR, quoi. Tu fais ça, tu fais un truc administratif, bureaucratique, auquel plus personne ne comprend rien et qui perd complètement de sa logique parce que ça a perdu son sens, qui est d'abord le football. Le sens du football, c'est ça. C'est un moyen d'exprimer quelque chose. Et si tu n'as rien à dire, bah, tu n'as pas besoin du football. Il faut commencer par avoir des choses à dire. Au début des Pardon, SoFoot, en fait, au début des confs de rédac, c'était marrant, c'était qu'on était trentaine, quarantaine. Moi, la toute première, en fait, c'était numéro 3, je crois, ou 4 du magazine. Et je suis rentré dans une pièce avec des gens tous plus vieux que moi, des hommes, des femmes aussi. Il y a Malice de Kerangal, l'écrivain, il y a François Bégodeau, il y a des gens très différents. Et le débat, je crois que c'était un débat sur les Stones et les Beatles. Je crois que je m'étais gouré de pièces en me disant peut-être que c'est le même siège, mais c'est avec un autre mag. Et en fait, il y a eu peut-être 4 heures de débat Stones Beatles. On a commencé à parler de foot vers 1 heure du mat pour commencer à se dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le numéro d'après. Donc, quand c'est ça la base de discussion, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs les Stones et les Beatles, c'est pas le sujet, mais de se dire que s'il y a une porte d'entrée aussi large qui permet à chacun d'en débattre également, on imagine que la suite va être aussi riche et aussi de bonne foi, de mauvaise foi, d'analyse, d'engagement, avec le fait de se lever en conférence de rédac, de présenter son sujet aux autres, en général de se prendre des bastos tout de suite et que tout le monde dit on l'a déjà fait, c'est un truc qui est trop revu et vu et revu. Et donc à force de se faire défoncer, en fait c'est l'idée qu'on va décortiquer, c'est pas l'ego de savoir si on s'est pris une bâche, c'est grosso modo est-ce que ce qu'on dit ça finit par convaincre une quinzaine, vingtaine de personnes. Et comme à l'époque, quand même, les gens qui écrivaient dedans étaient un petit peu la bonne photographie du lectorat de SoFoot, ça a grossi par cercle concentrique comme ça. Ce qui est beaucoup moins vrai pour Society, où c'est quand même plus dur de savoir ce qui intéresse les Français au sens large. Mais pour le foot, c'est vrai que ces codes-là, au début, quand on est arrivé, qu'il n'y avait pas grand monde, ça a été vraiment assez fidèle entre les débats qu'on pouvait avoir et le fait que les lecteurs et lectrices puissent suivre avec d'intérêt et curiosité, quoi, que ce soit des dossiers sur le tuning dans le foot ou la tournée je sais plus, du Barcelone dans un pays de l'Est pour un énorme chèque. C'est ce truc de logique fait c'est des histoires improbables qu'il faut chercher. Elles sont de plus en plus difficilement accessibles parce que les clubs sont de plus en plus fermés et ont eux-mêmes leurs propres médias. J'attends encore, moi, j'ai pas trouvé le grand showrunner d'un club, un club qui serait capable d'aller débaucher à la sortie d'école de scénario, quelqu'un qui n'ira pas bosser ou à Hollywood ou pour des séries ou pour HBO, mais qui partira raconter Manchester United ou Real Madrid. Je suis sûr que ça va finir par arriver et que ce jour-là, on aura quand même des prises de parole qui seront assez inédites, peut-être très formatées, mais très efficaces. Bah, vous parliez tous les deux justement du foot comme un moyen d'exprimer quelque chose et de raconter sa propre histoire. Mais si on revient un petit peu sur l'histoire, justement, Thibaut, toi, dans ton bouquin, tu cites beaucoup un journaliste qui est décédé maintenant qui s'appelait Gabriel Hanno, qui était un des premiers visionnaires, un des premiers précurseurs
du foot, notamment dans les années 30, 40 et 50. Et il Mhm. bossait à l'équipe et ça a été le premier d'une grande lignée de journalistes qui justement avaient cette vision un petit peu globale du football. Donc je reviens justement sur cette question des médias de masse. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop ce genre de... Loin de moi l'idée de vouloir dénigrer les journalistes de l'équipe qui font souvent très bien leur travail, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop ce genre de journalistes-là. Il y a peut-être un petit peu Vincent Duluc qui a une vision peut-être globale du football et du football en France, mais j'ai l'impression que moi, personnellement, j'ai beaucoup plus développé ma propre culture foot en allant sur des médias indépendants, en allant justement, comme vous disiez tout à l'heure, chercher à raconter ma propre histoire sur le foot, en allant voir les cahiers du foot, en allant voir Copa Arena, en allant voir plein de trucs différents. Justement, ma question, c'est est-ce que cette évolution du journalisme qu'il y a eu depuis, je sais pas, depuis 20-30 ans, joue aussi un rôle dans la manière dont on raconte l'histoire de la culture foot, comment on raconte les choses, quoi. Non, il y a un paradoxe en France, c'est que les grands journaux qu'on connaît maintenant, donc qui datent tous plus ou moins, à part le Figaro de l'après-guerre, ont été fondés par des personnes au profil très généraliste, que ce soit Hubert Beuve-Méry, qui était prof de fac, ou Gabriel Hanno, qui était agrégé d'allemand. Ce sont des gens qui, au départ, ne sont pas des spécialistes du domaine dans lequel ils sont, en particulier du football, et qui ont la particularité de l'équipe, c'est que c'est un journal fondé par des généralistes, mais qui a donné lieu à une presse spécialisée. Et du coup, ça a donné un espèce de mélange un peu bizarre. Au départ, et moi je me souviens d'avoir rencontré Jacques Ferrand qui m'en avait raconté ça, et pour me parler de Gabriel Hanno et parler précisément des premières années de l'équipe, comment ça se passait. Ça ressemblait en grosso modo à ce qui se passait à SoFoot, hein, plus ou moins. C'est plus ou moins pareil, c'est la même histoire en fait. C'est des gens, Jacques Ferrand, il sortait de prépa littéraire, c'est des mecs qui avaient fait la guerre, qui s'intéressaient au foot un peu sous le manteau, etc. Et puis avec la guerre, les opportunités arrivant, l'équipe ça tenait dans un studio, dans un 2 pièces, hein, c'était tout petit. L'équipe est France Foot. Et en fait, ce sont des gens qui au départ ont une tradition humaniste. Ce sont des gens très ouverts, qui parlent beaucoup de langues. C'est d'ailleurs pour ça que France Football a été créé, parce que c'était le premier journal international de football. C'était parce que Gabriel Hanno était un polyglotte, il voyageait beaucoup, il partait une semaine en Angleterre, une semaine en Allemagne, il ramenait, ça mettait une semaine, les papiers mettaient une semaine pour un jour. Et c'était ça, c'est l'idée d'une culture généraliste, humaniste. Mais petit à petit, le succès arrivant, les généralistes se rendent compte du succès et finissent par plutôt avoir recours à des spécialistes en se disant bon voilà, le domaine est maintenant défriché, maintenant ce qu'il faut c'est des gens qui vont gérer cet héritage là et qui vont être des spécialistes du domaine là. Le problème c'est quand tu mets des spécialistes, tu te retrouves à avoir un discours de spécialiste et tu perds tout le côté humaniste du départ dont on parlait tout à l'heure, à savoir la culture au sens large, où c'est le reste de tes influences culturelles qui te font t'intéresser à ces domaines-là, au football en l'occurrence. Alors peut-être Duluc est un peu une exception, mais c'est vrai que quand tu regardes les médias spécialisés en France, le profil des journalistes, c'est des gens qui sont là depuis 20, 30 ans et qui sont toujours un peu dans ce milieu-là et qu'effectivement, on a tendance à penser qu'on a envie d'ouvrir la fenêtre de temps en temps et de respirer un bol d'air ou de lire SoFoot. C'est vrai que SoFoot est une rédaction très particulière, précisément parce que tu as plein de gens comme nous qui font plein d'autres choses, en fait. Tu vois, et c'est ça qui nourrit en fait la créativité. Et donc, je pense qu'un des problèmes vient de là, et du fait donc que l'équipe soit devenue un journal de spécialistes, fait pour les spécialistes, et comme on avait mis les enfants sur une table à part, tu vois, on les a mis sur une table à part, comme ça, voilà, on est sûr qu'ils vont pas nous déranger. Et je termine juste pour dire, ce qui me préoccupe plus que véritablement l'équipe, c'est le très peu de place accordée à l'actualité sportive, et en particulier au football, dans les quotidiens nationaux. Parce que là, pour le coup, c'est précisément ça qui fait le mélange. Je collabore régulièrement avec El País, c'est pas du tout le cas. Il y a une grosse rédaction de sport avec des gens qui vont aux pages culture, aux pages inter, qui reviennent, etc. Et ce qui fait, tout ça fait un espèce de mélange qui permet d'élever le niveau général. Et tu regarderas en Angleterre, il n'y a pas de quotidien sportif. Donc ce sont les quotidiens qui s'occupent de ça. Donc, et je pense que ce qu'on manque, c'est de revenir à ce qu'est l'essence du journalisme sportif en France, à savoir qui est d'abord un journaliste généraliste et qui n'est pas un journaliste de spécialiste. Et d'un point de vue audiovisuel, c'était un peu le sujet qu'il y avait avec Canal+, quand Canal+ se lance et que Charles Vietri met en place une sorte de narration de l'image, en passant non plus à 3 caméras, mais à 15, 16, 17, avec des rencontres improbables, avec le fait de penser qu'il y a effectivement Adolphe Drey qui suivait l'équipe de France avec sa petite caméra et à qui jamais personne n'avait demandé de leur filer
Super 8 ou enfin Super 16 ou en 8 mm et qu'on se retrouve avec des images qui sortent. Et donc, on a le premier film des Yeux dans les Bleus 20 ans avant, que Les Yeux dans les Bleus de Stéphane Meunier qui sort. L'Euro On 84. peut le regarder aujourd'hui. C'est quand même un documentaire assez extraordinaire en termes de documentaire immersif, de narration, de mise en perspective des personnages, d'écriture, donc avec une forme d'auteur, un travail auteur de l'intérieur. Et comme l'intérieur de la machine est quand même une machine à créer de l'argent, c'est peut-être pas l'endroit où on veut, enfin du moins chez nous, le storytelling là-dessus, et on a peur. On a peur de montrer les blessures. Je pense que les précédents là qu'on voit avec Tottenham, sur Amazon ou avec d'autres, on commence à voir un petit peu les endroits où ça frictionne, mais on ne sait pas si c'est du bon ou du mauvais jeu d'acteur. On ne sait pas si Mourinho met en scène radicalement ce truc-là pour être bien sûr que lui, ça le serve ou que ça serve le club. Ce qui est dur, c'est de laisser à d'autres de l'extérieur, et je reviens à la thèse de Thibaut sur la question généraliste, d'être capable de laisser à des gens non spécialistes le soin de porter un regard qu'on va essayer de comprendre, parce qu'il a de fortes chances d'être plus fort, plus beau, durer plus longtemps, être plus intemporel que la critique à très court terme qui, elle, aura vécu 24 heures plus tard. Mais c'est deux logiques différentes. Hein. Les gens qui sont là pour essayer de prendre du plaisir à le faire, d'essayer de chercher, de trouver des solutions, chercher beaucoup et trouver des solutions de temps en temps, et des gens qui vont en vivre. Et ça, d'en vivre et d'essayer, dont l'objectif, c'est de dire, moi, je veux faire partie de ce groupe-là, je veux être autour de la table, prendre la parole et en vivre complètement. C'est peut-être parfois antinomique avec la logique de se dire, est-ce que je prends le temps long suffisant pour pouvoir le faire. Thibaut, là-dessus, je pense que c'est un bon cas. Je ne sais pas si tu as eu des propositions, toi, justement, d'être ou chroniqueur ou tout le temps, en fait, d'avoir un temps important. Là, tu disais tout à l'heure, quand il disait, c'est qu'une semaine par mois. C'est des choix d'essayer de garder de la distance et d'équilibrer pour ne pas se répéter. Comment tu vois, toi, l'équilibre entre le fait de parler trop pour parler bien? Non, mais moi, en l'occurrence, parce que je suis pas à Paris, donc ça résout beaucoup de choses. Mais c'est aussi pour ça que je suis pas à Paris, parce que dans mon cas, juste, faut pas parler 5 secondes de mon cas moi, mais précisément, moi, ce qui fonctionne dans mon cas moi, qui suis un peu à la marge entre différents domaines, c'est de maintenir cet équilibre entre, d'un côté, moi, dans mes disciplines qui sont la philo d'un côté, et de l'autre côté, le football, qui me demande d'être très bon sur les deux plans. Et c'est ça qui est très difficile à maintenir, mais c'est ça qui, je crois, chez moi, en tout cas, me permet d'être créatif, d'avoir des angles intéressants, d'essayer de creuser, de réfléchir et qui continue, moi, à m'émerveiller. Et c'est ce que j'essaie de maintenir, cet émerveillement-là. Et je crois vraiment que, et moi, ce que j'ai toujours adoré, pendant le confinement, moi, je suis revenu un peu dans la galaxie SoFoot. Je me suis dit, tiens, c'est le moment, voilà un moment typique, je te dis, bref, voilà typiquement un moment où il faut être en SoFoot. Il se passe un truc nouveau. Moi, j'ai immédiatement appelé Pierre Maturana et je lui ai dit, écoute, voilà, je suis de retour parce que là, il y a un truc qui se passe. Il n'y a que chez vous, il n'y a qu'ici qu'on va arriver à dire des trucs. Et moi, ça m'a vachement aidé, ça, d'avoir cet espace-là. Et je pense que ça fonctionne comme ça. Et je crois que la culture, ça fonctionne comme ça. Et un journal, ça devrait fonctionner comme ça. C'est pas une propriété qui a comme ça, chacun sa rubrique. Je crois vraiment qu'il y a un apport de tout le monde. Tout le monde se tire un peu comme ça. Alors, c'est compétitif, hein. Faut pas se mentir. La rédaction de SoFoot, elle est très compétitive. Mais t'as l'idée que tout le monde va amener son truc. Et c'est ça, avec un espace de liberté et un espace de confiance où tu vas te dire, voilà, tu vas pouvoir écrire ce que tu veux. Le problème, souvent, dans les autres médias, c'est que tu es tellement formaté, soit par ton éducation, ton diplôme, par ce que tu penses être du journalisme, que du coup, ce que tu disais très bien sur les podcasts tout à l'heure, Brieux, tu as tendance à vouloir, par mimétisme, faire ce que font les autres. Or, précisément, ce qui fait que tu vas être lu, c'est que tu vas pas faire ce que font les autres. Tu vas précisément avoir un truc à dire. Parce que si tu n'as rien à dire ou si tu dis la même chose que les autres, comme dirait Joe Star, ferme ta gueule. Si tu n'as rien à dire. Et je crois que la culture foot, elle est là. C'est-à-dire que c'est de créer ces espaces, j'allais dire, d'autonomie temporaire, quoi, si je puis dire. C'est des espaces de créativité qui vont permettre de faire surgir du sens. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Brieux, mais je crois vraiment à cette idée, moi. Ouais, puis il y a des sujets d'observation. Non, là, je suis dans les locaux, en l'occurrence, de Trash Talk. Et Trash Talk, c'est un média de basket américain. Ils ne sont pas journalistes à la base. Par contre, c'est des observateurs des informations du basket américain. Et ils sont très chroniqueurs et éditorialistes dans l'âme. En gros, il y a des thèses qui vont avancer, ils cherchent et ils vont aller jusqu'au bout pour voir si ça tient la route. C'est un autre ton, mais qui est plutôt soluble dans la prise de parole aujourd'hui, qui consiste à se faire entendre et à avoir une communauté. C'est de mélanger ces grandes histoires avec des petites histoires, des points de vue éditorialistes qu'on n'a pas trop chez nous. Ça devient de plus en plus, puis c'était assez rare avant. On était beaucoup sur le reportage, sur l'interview, sur le format consistant à essayer d'observer le mieux possible et de raconter, non pas en disant je, mais en montrant des choses spécifiques et un peu originales avec des phrases et des témoignages inédits et souvent libres, complètement libres. Se dessiner à la fin une histoire du foot qui était un truc qui nous paraissait tellement sorti de nulle part, sauf que c'était la vraie vie. La motivation première au départ était de se dire mais pourquoi tout le monde en parle très sérieusement alors qu'au départ c'est de la vanne, c'est du jeu et c'est en parlant de cette manière que finalement était plutôt où je pense que l'hommage était le plus beau parce que ça permettait de traduire véritablement ce que c'était et donc de le prendre comme un truc très sérieux mais sous une forme qui ne l'est pas du tout, à savoir d'essayer de retranscrire ces humeurs-là.
pouvait avoir. Voilà. Ce qui a fait aussi le succès de SoFoot pour moi, c'est, je reviens un petit peu sur les trucs très footballistiques, c'est aussi d'avoir réussi à donner la parole à des personnes, que ce soit des entraîneurs ou des joueurs, avec des interviews qui étaient crues, qui étaient sincères. Et maintenant, c'est un truc qui est en train de se développer de plus en plus avec la multiplication des formats, des podcasts, etc. On a de plus en plus d'interviews d'entraîneurs quand ils acceptent. Moi, je pense par exemple au Winamax Football Club là, qui a récemment interviewé Furlan, Pascal Gassien, voilà, des entraîneurs avec des vraies philosophies de jeu, etc. Mais pendant longtemps, on n'a pas vu ça en opposition à toi, tu vois, Thibaut, qui a longtemps vécu en Espagne. En Espagne, on laisse très régulièrement la parole aux entraîneurs. Je pense évidemment à l'exemple de Guardiola pendant la Coupe du Monde 2006. En France, c'est quelque chose qui a mis du temps à arriver et j'ai l'impression que ça va aussi un petit peu à l'encontre de la formulation du récit qu'on veut faire et de comment aussi instruire les gens à développer une culture foot. Ce serait long, je vais essayer de faire court, mais pour que les entraîneurs s'expriment, qu'on laisse la parole aux entraîneurs, encore faut-il qu'ils aient des choses à dire. Et qui ensuite sachent les dire dans la forme qu'on attend pour que ce soit lisible, audible, compréhensible. Pourquoi on n'a pas beaucoup d'entraîneurs qui écrivent en France, d'entraîneurs connus, j'entends, parce que c'est de là que vient tout le problème. Parce que souvent ils en sont incapables parce que c'est pas leur métier et que c'est pas et qu'ils ont été formés comme des spécialistes, comme des techniciens, comme ils se surnomment eux-mêmes. Et du coup, ils ont une considération assez rapide pour ce que sont les choses de la pensée, de l'écriture. Ils considèrent que c'est de la com, ils considèrent que c'est du marketing. Sauf certains, je pense à Furlan qui dit beaucoup, mais ça reste un peu des exceptions. D'une manière générale, à la Fédé, d'une manière générale, depuis une trentaine d'années, je pense que c'est en train d'évoluer, mais depuis une trentaine d'années, voire un peu plus, de toute l'époque de Georges Boulogne, en fait, l'intellectuel, c'était un communiste, donc un suspect. Donc quelqu'un qui n'était pas digne de représenter le football français. Donc Boulogne lui-même écrivait beaucoup dans son propre journal pour critiquer les autres, etc., pour expliquer sa pensée, mais il n'attendait surtout pas des autres qui écrivent. Pourtant, on en avait des gens qui écrivaient, Paul Baron et Albert Batteux. Albert Batteux a longtemps écrit dans la presse française des pages fabuleuses. C'est quelqu'un qui écrivait très bien. Il ressemblait presque à Camus, quoi. C'est ce type d'écriture. Donc humaniste, ouvert, avec des idées, etc. Aimé Jacquet en parlait souvent des textes des Batteux et des causeries de Batteux. On a une tradition de football, d'entraîneurs philosophes, si je puis dire, mais qui ont été broyés par 40 ans de construction administrative, technocratique du football. Et maintenant, ça revient un peu à la faveur des entraîneurs étrangers comme Guardiola, Mourinho et autres, parce que eux ne se sont jamais cachés de leur volonté de conceptualiser, de lire, etc. Et Guardiola, et tu l'as dit, a effectivement publié des chroniques dans El País en 2006. Mais Guardiola est entouré de types qui écrivent, qui lisent et qui considèrent le football comme d'autres vont considérer le théâtre, à la même hauteur. Enfin, je veux dire, c'est avec la même ambition. Donc, je pense que c'est un problème qui revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais qui, je crois, est en train d'évoluer maintenant à la faveur de nouveaux types de publications comme SoFoot et autres types de supports. Il y a un rapport au fait d'être, comme tu dis, avec Guardiola et d'autres, et même Bielsa, enfin, c'est d'être bien accompagné. C'est ce qu'autour de vous, il y a des interlocuteurs journalistes, des interlocuteurs entraîneurs stagiaires, universitaires, des gens qui vous sollicitent pour venir vous voir et discuter avec vous. L'entraîneur, c'est pas en général, les entraîneurs sont plutôt intelligents à essayer d'être à l'écoute de ce qu'il y a autour pour essayer de puiser à droite à gauche des nouvelles manières de s'adresser aux joueurs, de trouver des exemples et de ne pas être dans une certitude. Et parfois, ils ont un accent qui n'est pas le bon. Mais Jacquet est quand même vachement ostracisé. Et puis l'année d'après, 99, c'est le prix de la communication de quasiment tous les magazines de com. Alors pendant 10 ans, c'est quand même le dernier entraîneur à qui on pouvait faire confiance parce que quand il parlait, on n'y croyait pas. Sauf qu'on a découvert que la causerie de la mi-temps contre la Croatie est un truc qui était une culture de l'oral. Les entraîneurs, c'est une culture de l'oral, c'est pas une culture de l'écrit. On va essayer de transposer comme on peut ce qu'ils vont pouvoir dire, mais en vérité, c'est les soupirs, c'est les silences, le fait de s'adresser à telle ou telle personne qui va créer une dimension beaucoup plus forte. Et ça, pour le coup, être bien accompagné, ça permettra à d'autres d'être un peu les réceptacles et d'enregistrer tout ça pour essayer de le transformer en méthode et de l'ériger en méthode. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de… Je dis ça parce que on a été contacté on a entendu parler du projet de Pierrot Labatte, qui était l'entraîneur un peu formateur de Zidane, et qui lui a énormément de matière sur 40 ans ou 50 ans.
et qui ne sait pas quoi en faire parce qu'en fait, quand on lit ce qu'il a pu écrire, c'est pas très intéressant comme ça. C'est très brut, c'est des exercices. Ce qui fait le sel du truc, c'est ce qu'il va dire entre les sessions. C'est l'exemple, c'est l'anecdote, c'est le rapport à une sorte d'histoire du foot où il a entraîné d'autres joueurs qui lui ont permis de transposer ça de manière un peu différente. Mais ça ne passe pas l'étape de l'écrit, en fait, ça ne suffira pas. Et donc, c'est un mélange, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, un mélange de podcasts, d'écrits, de vidéos, de docu va permettre, ou de fiction, là, je pense au Défi du champion, qui était un film sur la Roma, où on apprend des trucs de l'intérieur dans une fiction qui permettent finalement d'éclaircir et de compléter un petit peu la pratique. Donc, c'est très multiforme aujourd'hui. C'est pas simple parce que ça demande d'être façon Jean-Michel Apathy du foot, à savoir être capable d'être audible et compréhensible sur tous les médias, par presse écrite, radio, télé. Et ça, c'est pas donné à tout le monde parce que chacun a une personnalité qui correspond plus ou moins à un média et pas aux 3 ou 4. C'est effectivement, tu as parfaitement raison, c'est un très bon exemple. Le problème que peuvent rencontrer les entraîneurs français parfois, c'est aussi le vide intellectuel. C'est-à-dire la profession d'intellectuel, si on pourrait que ça existe, ou la profession d'écrivain ou de journaliste, c'est une position de relais. C'est celui qui précisément va mettre en forme ça. C'est lui qui va raconter. Or, pendant très longtemps, il n'y avait personne pour raconter ces gens-là. On l'a réussi à le faire un peu dans le point de vue cinématographique, enfin dans le documentaire avec Vietri et surtout dans les Jeux dans le bleu, comme il s'appelle le réalisateur, qui a réussi à trouver une grammaire, qui a inventé le documentaire d'intérieur, quoi, fait en 2 semaines, enfin un truc à l'arrache complet. Les Yeux dans les bleus, ça a été fait à l'arrache. C'est précisément ça, l'urgence, elle a été intégrée dans la réalisation, c'est devenu un genre lui-même. Maintenant, on fait les yeux dans les bleus, c'est devenu un genre. Enfin, si tu l'as dit très bien, c'est précisément parce qu'on a à ce moment-là, on a des gens qui ont un œil, des gens qui sont là pour dire quelque chose. Il dit quelque chose, ce documentaire. Il vient là, il vient réhabiliter Jacquet. C'est ça, les yeux dans les bleus. C'est comment on va remontrer, on va faire un contre l'équipe. On va faire, il s'en est pris dans la gueule pendant 10 ans, on va leur montrer. Voilà, c'est ça. C'est ça que c'est un peu ça le propos. Et je crois qu'il faut faire confiance. Et un des succès, notamment du documentaire de Netflix sur la Formule 1. Drive to Survive, c'est ça. C'est l'idée qu'il y a un récit qui est assumé, avec une dramaturgie, avec des personnages, avec des vrais écrivains, avec des vrais scénaristes, avec des vrais metteurs en scène. Faire un film, c'est raconter une histoire, et une histoire, ça s'apprend. C'est quelque chose qui est une technique, et il y a des gens dont c'est le métier. Et il suffit pas juste de filmer de l'émotion pour que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait une certaine mise en forme. Tu l'as dit sur ce foot, il y a l'humour qui a permis de faire passer un certain nombre d'idées. Je crois que une des responsabilités qu'ont maintenant les journalistes ou les gens qui se font l'intermédiaire entre ces deux univers-là, c'est de se former à ça. C'est une capacité à être capable d'aller chercher le truc que les autres vont pas voir, qui vivent, ils ont la tête dans le guidon, et de pas attendre que ça vienne tout cuit, ou que ça vienne tout seul, ou qu'on arrive avec un espèce de Guardiola qui dit pas un minute. Guardiola, il arrive, il se met à la table, puis il parle pendant 2 heures, et puis c'est réglé. Mais t'as pas de travail, là. Travaille pas quand tu fais ça. Par contre, un type comme Puel, ou des types comme ça, ou des mecs comme Pascal Gastien, ce que font par exemple Winamax, c'est intéressant d'arriver à aller chercher, à aller creuser, d'aller voir un peu plus loin. Mais ça manque encore, il faudrait une mise en forme. Moi, je pense que tu as raison, Brio, il faudrait recruter des grands scénaristes, quoi. Des grands scénaristes pour arriver à mettre en forme une saison, genre la saison de Ligue 1 qu'on est en train de vivre. Bon, ben voilà, il faudrait avoir des mecs capables de nous raconter ça. De raconter, de reproduire cette émotion-là. On en revient à la question du généraliste ou du outsider. C'est en gros, est-ce que quand tu n'es pas assez dans le foot, finalement, tu es plus fort que le mec qui est dedans? Quand Stéphane Meunier il commence à filmer. Voilà, Stéphane Meunier, cherchez son nom, excuse-moi. Voilà, la première causerie, c'est au Maroc, c'est ça, la préparation de la Coupe du Monde 98, je crois. Oui, Casablanca, ouais, c'est le match amical. Et il dit qu'il va commencer à filmer la causerie. Et puis Jacquet lui dit non, mais toi, tu restes à l'extérieur. Et là, il y a 2 options. C'est où on dit oui, on dit rien et on devient finalement un cadreur de ce que l'entraîneur et plus généralement la fédération va décider, ou le mec sait pourquoi il est là, il est envoyé par une chaîne avec un espace de liberté à trouver en étant partenaire, et il va tenir la dragée haute en disant en gros, voilà, moi, c'est où je suis là avec vous tout le temps, je suis un membre de l'équipe, ou je fais pas le film. Il n'y a aucun intérêt de faire le film. Et aujourd'hui, c'est dur de tenir parce que beaucoup de réalisateurs veulent en être, et donc vous pouvoir accepter un petit peu que des athlètes soient producteurs exécutifs, que des clubs soient producteurs exécutifs, disent à la fin, effectivement, le Final Cut, c'est moi qui le filera. Ça, aujourd'hui, c'est un vrai sujet parce que monétiser l'accès à un talent, à un club, c'est aujourd'hui le nerf de la guerre pour s'assurer que des bons vont y aller. Si le club va valider la version finale à un Final Cut du club ou de la tête, quel athlète ou quel talent est capable de valider un film sur lui-même? Personne. Enfin, si on demande de faire votre portrait personnel, vous serez la moins bonne personne au monde pour savoir quelles sont vos faiblesses, vos qualités et vos défauts. C'est quelqu'un d'autre qui va les révéler. Et c'est ça qui s'appelle du talent, de l'art et du travail artistique et la création artistique. Ça et ça, de laisser des gens de l'extérieur et accepter qu'avec autant d'enjeux économiques,
on laisse des artistes à l'intérieur de ça travailler. Aujourd'hui, je pense que ça va finir par arriver que des clubs s'ouvrent à des gens suffisamment passionnés, anciens supporters éventuels, mais qui vont proposer un truc à l'intérieur qu'on n'aura pas trop vu. Gordon et Pareno, le film sur Zidane, c'est quand même des artistes d'art contemporain qui font des installations et qui décident de choisir non pas Zidane pour Zidane. Ils essaient de travailler le foot en se disant c'est quoi le truc le plus improbable qu'on pourrait faire, c'est d'aller filmer un seul joueur dans un truc aussi gros que le Bernabeu. Ça leur prend 3 ans de préparation, convaincre Zidane, convaincre le club, venir avec des 23 caméras et finir à la fin de faire un truc qui finalement n'aura pas été beaucoup vu, qui aura coûté assez cher, mais qui finalement sera assez intemporel dans la manière de traduire comment un homme au travail dans le monde du foot est un homme seul, quoi. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait le succès d'émissions comme Intérieur Sport, par exemple, qui avait accès à des images et des contenus qu'on ne voit jamais, quoi. Du coup, je voulais parler un petit peu du rôle des politiques. Justement, je crois que c'est toi, Thibaut, qui disais tout à l'heure que le populaire était suspect. Et justement, je voulais donner une citation de Stéphane Beau, qui était un sociologue spécialisé sur les transformations des milieux populaires, et qui disait justement au sujet des élites et donc des politiques, le goût, c'est le dégoût du goût des autres. Bon, c'est un peu une question un peu provocante et généralisante, mais pourquoi ceux qui nous gouvernent c'est surtout un pompage de Bourdieu. Oui, pardon. C'est complètement une. Oui, pardon, c'est Stéphane Beu qui cite Bourdieu. Excuse-moi, oui. Voilà. Mais du coup, d'où ma question un petit peu provocante et généralisante, c'est pourquoi est-ce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'aiment pas le foot et pourquoi ils en font un sujet de récupération politique plutôt qu'un objet culturel? Alors, ils n'aiment pas, c'est pas vrai. Ils adorent le foot. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est les footballeurs. Oui, Ils adorent le foot pour son potentiel de récupération éventuelle. La récupération, c'est quoi? Très simplement, c'est de mettre à profit des résultats sportifs dans un agenda politique. Donc, ça peut être Nice Nat, tantôt c'est France 98, tantôt c'est Troisième Reich, hein, ça peut être tantôt c'est Staline. Enfin, tout le monde a toujours plus ou moins récupéré le sport. Le sport n'est pas en tant que tel démocratique. Enfin, le sport, c'est un langage. Donc, chacun il voit un peu midi à sa porte. Donc, non, je crois pas que nos politiques n'aiment pas le sport. Je pense qu'ils l'adorent, et en particulier le football, mais qu'ils n'y connaissent rien. Et ça, en revanche, c'est un vrai problème, et qu'ils pensent qu'ils s'y connaissent. Ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile, parce que du coup, ils se sentent autorisés à émettre des grandes théories, des grandes maximes à partir d'un domaine qu'ils ignorent quasiment dans sa totalité. Et j'en veux pour preuve la manière qu'on a de nommer des ministres des sports. C'est le seul domaine où on se sent obligé de noter un spécialiste. Il n'y a plus de ministre des sports. Avec la médecine, souvent on nomme un médecin, mais dans le sport, il faut absolument que ce soit un ancien athlète, il faut absolument que ce soit surtout pas un footballeur généralement, et toujours un ancien athlète. Comme si il y avait on va les mettre ensemble, tu vois, on va les maintenir ensemble pour qu'ils puissent se parler. Donc non, je crois que nos élites adorent le football, mais pour de mauvaises raisons. Moi, sur le foot, quand même, en 20 ans, le niveau de tolérance du grand public pour la non-expertise est quand même descendu à zéro, quoi. Je veux dire, celui qui n'aime pas un peu le foot, on a complètement le droit de pas aimer le foot, hein, par ailleurs. Donc celui qui n'aime pas le foot et qui veut faire croire qu'il l'aime, il se fait défracter parce qu'en 2-2, il va sortir une expression, un nom qui va être à côté de la plaque. Donc aujourd'hui, je pense que c'est non toléré parce que l'imposture est vite démasquée. On a quand même eu un président de la République qui quand même annonnait n'importe quoi sur le nom des joueurs scandés par le speaker. Ça, c'est le point de départ d'une culture foot un peu sketch. Donc, sachant ça, oui, non, les mecs, comme je pense que Hollande aime vraiment le foot et quand il en parle, il a l'air passionné. Je suis pas sûr, ceux qui connaissent et qui aiment beaucoup, je suis pas sûr qu'ils cherchent à le récupérer parce que comme ils connaissent le foot, ils savent que ça sera mal perçu de vouloir tenter de récupérer. Ceux qui essayent de récupérer, c'est ceux qui connaissent rien et qui se disent je vais essayer de me chercher des points et aujourd'hui ils se font défracter. Avant les réseaux sociaux, je pense que la parole était tellement moins relayée que on n'en voulait pas à Jean-Claude Guessot, à Elisabeth Guigou de danser un petit peu en 98 parce que c'était un peu le bon temps et même s'ils n'y connaissaient rien. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus dur parce qu'on dirait qu'ils essaient de se faire effectivement de la popularité sur le dos du peuple. Donc, je pense que ça s'est régulé, ça, aujourd'hui. Mais après, tu parles des gouvernants. Aujourd'hui, on a quand même du politique qui cherche un espace de décision citoyen et que c'est en fait l'économie qui drive quand même beaucoup de choses. Donc, ils essaient d'être à la remorque d'intérêts qui, eux, sont beaucoup plus gros. Et d'essayer de comprendre ce qui s'y passe en termes de géopolitique. Du reste, ils essaient de décoder comme nous. Hein. Ils n'ont pas plus parfois d'éléments. Certains dossiers effectivement d'accès ou d'entrée de certains fonds dans des pays sont validés et ils sont informés assez tôt. Mais sur plein de tractations et de modes de fonctionnement du foot, je ne suis pas sûr qu'ils soient ultra informés sur comment ça se passe, parce que même
les football papers n'ont pas réussi à faire tomber quoi que ce soit, quoi. Ou très peu. Donc, on est quand même sur des phases des icebergs complets d'informations qu'on n'a pas, qu'on n'aura pas tout de suite, qui mettent du temps et sur lesquels, malgré ça, ils n'ont pas beaucoup de leviers politiques à leur disposition. Alors après, il y a un phénomène qui, je crois, est propre à ces dernières années. Je pense que ça date d'une vingtaine d'années. Et à plus forte raison maintenant. Alors, on a vu l'influence du politique sur le football, comment il essaie de s'exercer, l'instrumentalisation, la récupération. C'est quelque chose qui est assez connu, historiquement daté. On arrive plus ou moins à le comprendre. Ça, c'est assez clair. En revanche, le mouvement inverse me semble un mouvement assez intéressant à étudier, c'est-à-dire non plus le politique qui exerce son influence sur le football, mais l'inverse, le football qui exerce son influence sur le politique. Où là, on le voit très bien en ce moment avec la campagne présidentielle qui démarre, avec des débats qui sont organisés de manière un peu anarchique, dont on emprunte en réalité le vocabulaire du football. On parle de match, de tacle quand on parle d'opposition, on parle d'équipe, on a une espèce de survalorisation de la figure du supporter au détriment de celui du citoyen. Et on a comme ça une espèce d'évolution où petit à petit, le football, on a enlevé les footballeurs et on a gardé toute la mythologie, la signification du football pour la plaquer sur la politique. Au départ, pour essayer de comprendre la politique, mais au final, je pense que la métaphore s'est substituée à l'objet et maintenant, c'est véritablement le football de la France, c'est la politique. On l'aime peut-être autant, peut-être même plus que le football, mais on l'aime comme des supporters. Toi, t'es plutôt Mélenchon, toi, t'es plutôt Zemmour, toi, t'es plutôt Macron, toi, t'es plutôt un tel, avec des groupes qui ne s'entendent pas et qui chantent les louanges de leur leader sans qu'il n'y ait plus aucun véritablement terrain d'entente. La particularité du football, c'est qu'il y a le match. En politique, il n'y a pas véritablement ce moment de dialogue. Il y a un moment où le coup près tombe, qui est celui de l'élection. Mais tout ce qui est le folklore politique, maintenant, est en train de se transformer en un folklore sportif, voire un folklore footballistique. Et je pense que pour la démocratie, pour l'état de droit, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que je suis pas certain que substituer la figure du supporter à celui du citoyen soit une avancée en matière de démocratie. Ouais, je pense que c'est cette histoire de. J'inclus le monde économique là-dedans parce qu'en fait, c'est les seuls endroits où il faut gagner. Or, le débat citoyen, il n'a pas vocation à gagner. C'est des mouvements de balancier où, en fonction des tendances, il y a parfois on répartit mieux, on répartit plus, on répartit moins bien. On n'est pas d'accord avec la manière de gérer l'argent collectif. On essaie de se débattre avec l'étranger. Mais globalement, c'est un mode de fonctionnement qui est un peu. Qui n'aura pas de fin, quoi. Il n'y aura pas de champion à la fin. Il n'y aura pas le champion des pays. Il y aura juste une manière de pouvoir coexister avec nous. On est 70 millions dans un monde à 7 milliards. On va essayer de faire ce qu'on peut, d'avoir des petites victoires, mais de ne pas en faire des grands combats et des grandes batailles façon exploit sportif définitif. Il n'y a rien de définitif. Ça, pour le coup, c'est sûr que ça a été… Quand on parle des JO de Paris 2024, on en parle comme si c'était la troisième internationale, quoi, que c'était une espèce d'événement politique ou comme si c'était… ça se substitue, tout ça se superpose et on se retrouve dans une situation où maintenant on fait l'éloge en réalité de la passion, du passionnel, de l'émotion, au détriment de l'instrument principal de la construction politique, qui est le logos, c'est-à-dire la raison, le langage, c'est-à-dire cette capacité à se mettre ensemble et à administrer les désaccords. C'est ça la politique, c'est comment on fait quand on n'est pas d'accord. C'est à ce moment-là que ça commence. Il n'y a personne qui gagne sur l'un ou sur l'autre. La politique, ça démarre au moment où on dit bah non, moi je suis pas d'accord, comment on va faire pour prendre une décision. Du coup, c'est très intéressant parce que vous parlez des allers-retours qui peuvent se faire entre foot et politique. Ça permet de faire une transition toute trouvée aussi sur notre troisième partie, où l'idée c'est justement de parler des allers-retours qui peuvent se faire entre football et culture. Nous, par exemple, on a décidé d'appeler notre média Onzema parce qu'on prend le parti d'affirmer que le foot est un art et que du coup, par essence, il est un objet culturel qui peut et qui doit servir l'éducation et la culture. Et du coup, pour cette première partie, moi, je voulais donner une citation de Oscar Tabarez, qui est le sélectionneur de l'équipe de l'Uruguay, pardon, et qui, après l'élimination en quart de finale en 2018, avait dit « Ça ne sert à rien d'être champion du monde si nos jeunes ne savent pas où est la Russie ou pourquoi dans le groupe français il y a autant de joueurs originaires d'Afrique. C'est le moment de tenir la promesse d'atteindre 6% du PIB en faveur de l'éducation. » Là, pour le coup, on a un parfait exemple de comment le football peut être une matière pour créer de l'art ou de la culture. Et Brio, je sais justement que tu avais plusieurs autres exemples en tête où le foot permet ce genre de choses, d'accès à l'éducation, à la culture, etc. Sur l'art, oui, non. En fait, le sujet, c'est que
On avait beaucoup de ce débat là aussi je me souviens d'un débat à la Sorbonne à l'époque où il y avait sur le début du e-sport et de se dire en gros c'est de l'art, c'est de la création. La finalité en fait du mouvement et du geste sportif n'est pas du tout artistique. Sa finalité n'est pas de créer de l'émotion par le geste, elle est de créer du résultat. Et il s'avère que parfois, miracle, on a des gens dont le métier consiste à gagner, à être performant et dont la manière de le faire va créer une émotion d'un geste, d'un mouvement artistique qui va faire que les deux peuvent surgir à n'importe quel moment. C'est aussi la force du sport, c'est qu'en mélangeant le corps et l'esprit et le jeu, en fait, on arrive à des choses qu'on n'a pas vues. C'est vrai pour Zidane, c'est vrai pour des mecs comme Messi où on n'a pas besoin d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien au foot que ce qui se passe devant lui est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Après, d'en faire un art spécifique, moi, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Autant culture foot, effectivement, et culture populaire, ça, c'est culture en tant que telle. Au niveau artistique, je ne dirais pas de cette manière-là. Il n'y a aucun joueur de foot dont la finalité consiste à créer de l'esthétique. Ils vont faire avec leur corps et il s'avère que parfois des corps sont propices à créer de l'émotion, mais la plupart ne le sont pas parce que ce qu'on leur demande en termes de performance est parfois assez loin de la question de la grâce. Justement, la grâce, tu en parles. Je me suis beaucoup intéressé à cette question et je crois que on formule mal le problème si on formule comme ça. On se demande si le football est de l'art. Sous-entendu, est-ce que c'est un art majeur, mineur? Moi, je pense qu'en réalité, on se trompe sur le football et on se trompe sur ce que c'est que l'art aussi. Évidemment que le football n'est pas un art, mais comme la cuisine n'est pas forcément un art, comme peindre sur un mur, c'est pas forcément de l'art. Il y a certains moments où c'est de l'art. Et la question, c'est de se demander quand est-ce que c'est de l'art. Quand est-ce qu'il y a un moment de grâce? Tu l'as dit, je pense que c'est le critère. Il y a des moments de grâce qui font dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui tend à une forme de transcendance, quelque chose qui va dépasser l'objet lui-même. Effectivement, il y a des moments où tu vas voir un but de l'Ajax en 2018, tu vas voir des gestes incroyables. Tout à coup, Zidane, tu en parles très bien. On est obligé de dire que ça dépasse véritablement l'objet. Il y a l'idée, il y a une attention à la forme, il se passe quelque chose, mais qui est évanescent, qui est rapide, qui peut ne jamais arriver. Et à ce moment-là, et ça peut durer 2 secondes, à ce moment-là, c'est de l'art. Juste pendant 2 secondes. Et c'est ces moments-là qu'on guette quand on aime le foot. On attend, et c'est ce que Galano dit, il dit je suis un mendiant du beau jeu. Le beau jeu, c'est ça. C'est de dire, bon, ben voilà, j'avance, et puis j'espère qu'à un moment ou à un autre, je vais avoir une aumône. Alors, il y a des matchs où il se passe rien, t'attends pour ces 2 secondes, 5 minutes, 15 minutes qui vont te donner vraiment de. Et ce qui est extraordinaire avec la Ligue 1 cette année, c'est que quasiment à chaque match, tu as des moments comme ça. Et c'est ça un beau match, c'est ce moment où le football, tout à coup, va devenir quelque chose d'autre qu'un sport, quelque chose d'autre que strictement une attention au résultat. Il va y avoir un phénomène esthétique qui va surgir, mais de manière assez énigmatique, sans qu'on puisse le contrôler, sans qu'on puisse véritablement le poursuivre. Mais mon travail, c'est justement de souligner ce moment-là quand il arrive. On l'a vu en 2020 en Ligue des Champions, mais ça s'est prolongé un peu cette année, en début d'année, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de public, et donc cette négation un petit peu sportive du match à domicile ou à l'extérieur, qui a quand même vachement lissé les différences, où il n'y avait plus vraiment de rapport au public derrière, a laissé éclore des nouvelles personnalités qui en fait ont tiré leur épingle du jeu de manière un peu plus rafraîchissante. Il y a eu des gens qui, je pense, ont pu passer à l'acte beaucoup plus facilement, et donc c'était traduire qui ils sont, à savoir des grands athlètes en termes de vitesse, en termes de technique, qu'on ne voyait pas avant. Et donc, je ne sais pas si la sortie de confinement a eu du bon pour l'émergence de gens qui ne se voyaient pas aussi esthétiques qu'ils n'y paraissaient, mais on voyait plus de choses. Et on perdait beaucoup, bien évidemment, par la pression et le supporter, et on a l'impression d'avoir les stades vides. Mais à partir de quelques mois d'habitude, on arrivait à retrouver des choses à l'intérieur de ça. Donc, finalement, de se dire que ce n'était pas si fondamental, même si on aurait rêvé de retourner au stade. Oui, tout à fait. J'ai une dernière question avant de conclure. On parlait peut-être un petit peu de foot comme une matière pour créer de l'art et de la culture, mais c'est surtout un super élément pour créer du lien social. Et si on reprend un petit peu les exemples des gros bastions de foot aujourd'hui en France, que sont Saint-Étienne, Marseille, Lens, etc., qui sont des villes populaires, industrielles, et qui ont battu leur succès aussi sur des valeurs très locales. Toi, on l'a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure dans la présentation de Tatane, mais c'est ce que vous faites notamment avec le think tank chez Tatane, en essayant de proposer beaucoup des actions locales. Et justement, on parlait des politiques et on discutait à grande échelle tout à l'heure, mais est-ce que la solution, c'est pas l'inverse complètement? L'idée n'est pas plutôt telle de redynamiser les actions locales et d'aller voir dans les écoles de foot, etc. Brieux. Autant encore une fois, le micro-local de quartier, et le confinement l'a rappelé, honnêtement, tu habites dans zone urbaine ou zone rurale, c'est la même chose. Tu t'investis à 500 mètres, 1 kilomètre autour de chez toi, 500 mètres, 1 kilomètre de là où tu vis, et le reste, c'est le passage.
Donc, en fait, l'endroit où tu vas mettre de l'affectif, tu vas essayer de comprendre les gens et tutoyer, et donc, en gros, finalement, vivre ta vie, c'est quand même à chaque fois local. La question de partir, c'est quand même un échappatoire qui nous plaît tous, de pouvoir se dire qu'on va barouder et partir et voyager. Mais l'endroit où tu vas t'investir et mieux te comprendre toi-même, en général, c'est effectivement du local. Ça, c'est vrai pour les associations de quartier. Donc là, en l'occurrence, avec Tatane, c'était plus de se dire comment on arrive dans un quartier bien identifié au bout de quatre boulevards et quelques rues à pouvoir, encore une fois, mobiliser des gamins qui, pour certains, ne connaissent pas cette pratique et vont pouvoir créer des nouvelles règles, écrire, se filmer, se raconter, prendre confiance en eux. Donc, c'est vraiment un outil social en se disant qu'on va pas faire que du foot normal, on va essayer d'intégrer et créer des choses à l'intérieur de ça. Mais je crois aussi que c'est aussi vrai pour les projets clubs. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, OK, on peut cocher la case Chine en jouant à 13h le dimanche et en étant de Paris Saint-Germain. Mais il y a des clubs comme Lorient ou comme au Strasbourg, en fait, qui sont quand même des clubs qui créent un maillage territorial sur les questions dites un peu pompeuses de RSE. La traduction, c'est quoi? C'est j'apprends à connaître des acteurs avec qui j'ai un intérêt à discuter parce que ce qu'ils vont m'apporter en termes de culture, d'idées, de porosité et de rencontres avec mes supporters, mes joueurs, les jeunes du centre, ça n'a pas de prix. Ça, ce projet club, t'es fort. Le foot allemand là-dessus, moi je ne suis pas spécialiste du foot allemand, j'ai quand même l'impression qu'il y a une capacité à mobiliser le local de manière intelligente pour des raisons écologiques, culturelles, politiques, économiques, qui fait que c'est fort le foot allemand. C'est pas fort parce que ça s'exporte Dortmund au Japon, c'est parce que déjà sur le territoire, il y a un taux de participation, d'abonnement. On est radié si on ne vient pas au stade régulièrement, qui fait qu'à un moment donné, c'est tout le territoire qui s'engage. Et ce truc-là, c'est le plus dur parce qu'on a, comme on le disait, beaucoup de collectivités locales, des partenariats publics-privés où chacun pense que l'autre est plus intelligent, donc on n'arrive pas à se mettre d'accord. On n'est pas le pays de la concorde et du consensus, on est le pays du conflit. Donc forcément, on a du mal à trouver sur un territoire restreint la capacité à créer un projet collectif. Et les clubs qui y arrivent, je pense, auront une bonne part, à défaut de victoire sportive, de stabilité du modèle économique du foot, quelles que soient les montées et les descentes, si jamais ça arrive. Et le club de Brest aussi est très impliqué dans justement ces actions locales. J'avais juste une petite dernière question pour conclure ce podcast. On rentre dans une période un peu présidentielle, donc je vais me prendre aussi au jeu du jeu de si j'étais président, mais concocté à la sauce de cette émission. Et j'aimerais vous demander du coup, si vous étiez président, une mesure que vous aimeriez mettre en place pour favoriser ce récit, rendre accessible et développer la culture foot. Je ne sais pas qui veut commencer. Président de quoi? Président de la République ou président d'un club de sport? Président de la République. Président de la République. Qu'est-ce qu'un président peut encore faire de la République pour pouvoir développer une culture foot? Alors, si tu as une réponse pour président de club, je prends aussi. Ouais, président de club, c'est plus sa taille. Je maîtrise un peu. Je peux mieux comprendre quel est le levier. Parce que président de la République, c'est des décisions gouvernementales qui me bloqueront peut-être. Mais je dirais président de club, il y a toute une partie de développer des animations de matchs à l'extérieur dans les cinémas de la ville, par exemple. Est-ce que le club qui effectivement joue à l'extérieur, on arrive à fédérer en interne une communauté de gens qui vont le regarder ensemble, si possible dans des lieux culturels qui ont une activité de plus en plus compliquée, où là on a des salles à moins 25, moins 30% de fréquentation. Est-ce que le fait de les faire revenir, c'est de montrer à des gens qui vont jamais au cinéma ou au théâtre que potentiellement c'est un lieu où il peut se passer, où le sport a aussi sa place, de faire finalement des lieux de rencontre. Idem pour des tournois de e-sport. Idem aussi pour la question de rendre visible en fait moi à City je crois qu'ils continuent de le faire, enfin moi je suis pas depuis longtemps, mais c'était la scène tremplin, c'est que 3 heures avant le match il y a une scène sur place et les groupes du coin vont faire un concours tremplin quoi, pour essayer de savoir quel sera le prochain groupe qui pourra revenir la semaine d'après. Et en fait ça a le mérite de servir du stade comme étant un endroit où la rencontre de tout type de culture, donc la musique, les arts en tout genre, permettent d'être facile. Je sais qu'il y avait eu à Caen Éric Lacascade, qui était à l'époque directeur de la scène nationale, qui avait essayé de faire des places croisées entre le stade Malherbe et puis la scène nationale en disant pour un billet acheté, un billet offert. Donc tout type d'actions qui vont dans ce sens-là, même minuscules et petites à petite échelle, plus elles sont nombreuses, plus elles participent du fait que le club est complètement intégré à la vie de sa ville et vice-versa. Quant à moi, je crois que dans les deux choses, moi c'est plus si j'étais président de la Fédé, quoi, la fédération. Là, je pense que je ferai un audit général et je m'occuperai de changer des hommes en place. Première chose. Et deuxième chose, je crois que si j'étais président de club, dans les centres de formation, je ferais des cours éventuellement pas forcément de philo, pas exagéré, mais d'histoire de l'art ou d'ouvrir en fait d'histoire sportive et d'art, un truc commun, dans lequel on essaierait d'établir une sorte de langage commun où ils se rendraient compte que la question de la créativité, de l'invention, du collectif sont des choses qui ont déjà été pensées, déjà été mises en image, mises en récit,
Et c'est l'occasion de trouver éventuellement, peut-être des solutions à certains problèmes qui peuvent se poser. Donc voilà, je pense que je mettrai un peu plus d'humanité en fait dans les cursus de footballeurs. Il y a un programme donc c'est porté par le Fonds d'action du foot, donc la future la structure philanthropique de la 3F qui était montée par Philippe Séguin à l'époque. Je connais le truc. Voilà, et qui en fait a un programme qui s'appelle l'Open Football Club, et donc on est une 60aine de partenaires. Alors il y a des gens qui ne sont pas du milieu artistique, peut-être la Croix-Rouge, Sodexo, et en fonction de leurs compétences, ils vont aider chaque joueur de foot, et en fonction des directeurs de centre et directeurs d'activités para-sportives, à mobiliser des ateliers comme ça toute l'année. Et donc on avait, je cite Strasbourg, parce qu'ils l'avaient aussi, ils avaient accueilli un quatuor à cordes en fait, qui était venu leur faire découvrir comment on pouvait jouer l'hymne de la Ligue des Champions, donc découvrir les instruments. Tout ce truc de découverte est de plus en plus présent. Je ne suis pas sûr que ce soit si présent que ça dans d'autres pays d'Europe ou du monde en vérité, de réussir à mobiliser autant du social, du culturel sur un accompagnement club par le biais d'une fédération. La difficulté, je trouve toujours, c'est de ne pas arriver avec une certaine condescendance avec le milieu culturel. C'est de montrer, en fait, non pas que le football est un objet culturel, c'est de dire plutôt l'inverse, c'est qu'en fait, dans la culture, il y a du football. Et que par exemple, très simplement, la danse, une compagnie de danse, ça ressemble beaucoup à un club, et ça ressemble à la préparation physique des danseurs, ça ressemble beaucoup à des footballeurs. Et tu te rends compte qu'en réalité, ce sont d'abord souvent des athlètes. Et ça leur permet, au-delà même de la question purement culturelle, se sentir un peu parce que souvent, tu as une situation un peu de condescendance, une situation de vide culturel qui se réactive à ce moment-là, de complexe culturel. Et là, non, dire exactement le contraire, quoi. Dire, regardez, ce que vous faites, vous, enfin, ce que font ces gens-là, c'est la même chose que vous, en fait. Ils sont confrontés au même problème que vous. Sauf que eux, leur donnent une interprétation différente. C'est donc moins le problème ou de la Fédé ou du ministère des Sports que du ministère de la Culture. Est-ce qu'on intègre une partie Je pense que le ministère comme en Italie, le ministère des Sports devrait être attaché au ministère de la Culture. Effectivement. Voilà une mesure plus simple à faire. C'est bien. Typiquement, à une époque, c'était ça. Les MJC sont créés où il y avait à la fois du sport et de la culture. Et la droite et la gauche sont un peu liguées pour défoncer la MJC. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des volontés de se dire, tiens, pour les Jeux, ce serait bien qu'on crée des maisons des Jeux Olympiques, que pour d'autres problématiques, on se dit, ce serait bien qu'on ait des centres de quartier. Et en fait, toute la structure de la MJC qui pouvait être composée et teintée un peu différemment en fonction de ce qu'on mettait dedans, est en fait un manque réel aujourd'hui, pour des raisons complètement différentes, des philosophies qui n'ont rien à voir, mais qui l'ancrage local à un endroit où on peut trouver et de la culture et du sport ensemble, c'est un truc qui a disparu, qui était pourtant une avancée, pour le coup, très française. Super, eh ben, merci beaucoup messieurs pour ces propositions très concrètes. Après 1h30 quasiment d'émission, on arrive au bout, donc je voulais remercier encore une fois d'avoir pris tout ce temps pour cet échange autour de la culture foot qui était tout à fait passionnant, en tout cas pour moi. De notre côté, on a une bonne nouvelle à vous annoncer avant de vous quitter. On a échangé un petit peu avec la maison d'édition de Thibaut, qui s'appelle Hugo Sport, et qui a accepté d'organiser un jeu concours avec nous pour vous faire remporter le dernier bouquin pas le dernier, la réédition du dernier bouquin de Thibaut, qui s'appelle Guardiola, l'éloge du style. Donc voilà, restez attentifs aux réseaux sociaux puisqu'on organisera très prochainement ce jeu concours, notamment sur Twitter et sur Instagram. Donc ça va venir très très rapidement, a priori pendant le week-end. Donc voilà, restez attentifs. Et puis évidemment, comme on vient de lancer ce nouveau média, si vous avez des amis qui ne sont pas encore au courant ou qui souhaitent découvrir le projet, n'hésitez pas à les orienter vers le site 11e art, donc 11art.eu. Et si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous rendre sur la cagnotte Tipeee, que vous pouvez retrouver soit sur notre site, soit sur notre bio Instagram ou Twitter. Messieurs, merci encore pour votre disponibilité et pour cet échange tout à fait passionnant. Merci à toi, Valentin. Merci, avec brio. Merci Thibaut, merci Valentin, et bonne initiative. C'est marrant, j'ai hâte de suivre, d'écouter la suite. Qui va témoigner? Je te partagerai tout ça. Super, merci beaucoup et puis à très bientôt sur 11e art et vive le foot.